3000 candidats affrontent cet examen national. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants est arrivé à Conakry. Objectif de cette visite, renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. À Bofa, les acteurs de la pêche artisanale échangent pour identifier les préoccupations du secteur. Au nombre de celles-là, les pannes des moteurs hors bord en haute mer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République poursuit sa visite d'État en Guinée équatoriale. Professeur Alpha Condé a pris part ce matin aux festivités marquant le 36e anniversaire de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale. Le chef de l'État et sa délégation ont été reçus à la cérémonie avec tous les honneurs. Sanassi Keita, envoyé spécial. Je reviens sur cet élément. Le président de la République poursuit sa visite d'État en Guinée équatoriale. Professeur Alpha Condé a pris part ce matin aux festivités marquant le 36e anniversaire de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale. Le chef de l'État et sa délégation ont été reçus à la cérémonie avec tous les honneurs. Sanassi Keita, envoyé spécial. 36e fête anniversaire de l'accession de la Guinée équatoriale à la souveraineté nationale à Oyala. Oyala, où le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une forte délégation, a rehaussé de sa présence pour témoigner de son soutien et de sa solidarité sans réserve au peuple frère et ami de la Guinée équatoriale. Sur cette place publique de Djiblo, tous les honneurs ont été rendus au chef de l'État dès son arrivée par les autorités équato-guinéennes. C'est au tour du président de la République de Guinée équatoriale d'arriver sur cette place publique. Une place publique où Théodore Benguema Bassongo a fait la revue des tours. Devant donc toutes ces personnalités étrangères et équato-guinéennes, l'armée, les cadres des différents départements ministériels, les associations de jeunesse, les sociétés de la place et tant d'autres groupements socio-professionnels se sont fortement mobilisés pour défiler sur cette place publique. Un défilé de plus de 3 heures d'horloge suivi avec une attention soutenue par ses chefs d'État. La communauté guinéenne vivant à Oyala a aussi marqué sa présence à cette cérémonie. Une communauté fortement mobilisée avec les couleurs guinéennes en main. Une manière aussi pour cette colonie guinéenne de rassurer de son amitié au peuple équato-guinéen qui fête ce lundi 3 août 2015 sa 36e fête nationale. En Guinée, les premières épreuves du baccalauréat session 2015 ont été lancées ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 63 000 candidats, tous profils confondus, affrontent cet examen national. C'est dans la commune de Matam que le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu pour présider la partie officielle de ce lancement. Reportage Adi Kamara. Ils sont au nombre de 63 189 candidats, dont 21 358 filles à affronter le baccalauréat cette année sur toute l'étendue du territoire national. Ma première impression, c'est toujours la satisfaction de constater que apparemment tout marche bien. Les candidats sont à l'heure, n'est-ce pas? Et puis ici, il y a le calme, il y a la sérénité qui sied à ce genre, n'est-ce pas, d'exercice. Je voudrais d'abord donc féliciter le département de l'enseignement préuniversitaire pour la réussite, n'est-ce pas, de ces examens. Et d'ailleurs, du fait que malgré le contexte qui avait été créé par Ebola, que nous ayons rattrapé les retards à tous les niveaux. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, le taux qui nous a été présenté de réussite est satisfaisant pour que ces examens soient organisés. Et l'autre chose, c'est de féliciter les élèves qui se sont mobilisés ce matin pour être, n'est-ce pas, en situation de classe. Nous voulons donc les rassurer de notre
soutien moral parce que ces épreuves sont souvent très difficiles pour l'élève. Mais je leur ai dit que c'est le passage obligé pour qu'ils aillent. Et comme ils sont l'avenir de ce pays, il faut, n'est-ce pas, qu'ils endossent cela. Et surtout en leur rappelant que maintenant, le dispositif est qu'aucune tolérance ne sera permise pour le dérapage et les fautes que les gens commettront. Parce que ces fautes-là, si on les tolère, ça va vicier les résultats que nous souhaitons atteindre. Nous avons pris des mesures importantes cette année qui consistent à complètement éliminer les tentatives de fraude, surtout de fraude par tous les moyens, y compris les moyens électroniques. Comme vous savez, les enfants utilisaient les téléphones portables pour pouvoir recevoir les sujets, traiter et ensuite les recopier sur les feuilles. Là, nous avons mis en place le dispositif de fouille systématique. Ici au lycée Kolaya, les délégués, les services de sécurité et de santé sont déjà déployés pour la surveillance de 332 candidats, dont 93 filles, tous des sciences mathématiques. Demain mardi, ils vont affronter les épreuves de français et de physique. C'est sous le signe de la tolérance zéro vers l'excellence que le baccalauréat unique a donc démarré ce matin. De nouvelles mesures sont envisagées pour éviter les cas de fraude et certains dérapages. Dans les différents centres d'examen de la capitale, des membres du gouvernement étaient mobilisés pour coordonner ces évaluations. À Conakry, 27 000 candidats, dont 10 000 filles, affrontent cet examen. Fatimatou Diallo a fait un tour dans les différents centres. Voici son reportage. L'école du centre à Kaloum, un des nombreux établissements, a abrité ce matin les épreuves du baccalauréat unique. Ici, le ton est donné par ces hauts cadres de l'État. Le conseil aux enfants, comme vous l'avez suivi, je leur ai demandé de libérer leur esprit, d'être relax pour affronter l'épreuve et de donner un temps de concentration, lire, relire les épreuves. Nous sommes tous passés par ce stade-là. J'ai eu à demander aux jeunes d'être des jeunes responsables, de ne pas tricher. Parce que quand tu triches à ton jeune âge, dans la vie courante, tu vas continuer à tricher. Surtout que la jeunesse est l'avenir de la Guinée. 63 189 candidats, dont 21 358 filles, affrontent le bac unique dans tout le pays. Repartis dans 263 centres, ils seront évalués durant 4 jours. Matoto a présenté au total 47 399 candidats pour les 3 examens. Et nous sommes le plus grand centre de la République qui a présenté le plus grand nombre de candidats au baccalauréat. Pour l'équipe de surveillance, toutes les mesures sont prises pour contrer les tentatives de fraude. Les surveillants ont procédé aux fouilles à l'entrée. Systématiquement, les candidats ont été fouillés, jusque dans les chaussures. Pas de téléphone, rien. Les autorités apprécient et encouragent l'engagement des uns et des autres à qualifier le système éducatif guinéen. J'ai trouvé que toutes les dispositions sanitaires sont prises. Les candidats ont été flashés. Les mains ont été lavées. Les fouilles ont été systématiques. Le secrétariat est bien installé avec tout le mécanisme pédagogique qu'il faut. Et j'ai trouvé les élèves à l'aise. Sous ce climat tolérant, aujourd'hui, les épreuves démarrent. Depuis plusieurs années, le gouvernement a décidé d'organiser des examens crédibles. Tolérance zéro. Et donc, je pense que aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire, c'est de respecter les consignes données par le ministère, données par vos encadreurs, pour que les examens se passent bien. En Guinée, le baccalauréat unique est désormais l'ultime étape pour accéder à l'université. Il est en vigueur depuis la suppression du concours d'accès aux institutions d'enseignement supérieur. Et pour boucler le dossier éducation, cap sur Forêt-Caria, où le ministre de l'enseignement préuniversitaire a lancé les premières épreuves. Dans cette préfecture, tout comme à Kissidougou, l'accent a été mis sur le respect des principes de tolérance zéro et le lavage des mains. Le point avec Amadou Touré. L'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a assisté à l'ouverture de la première enveloppe à Forêt-Caria. Ici, la DPE a validé 894 candidatures, dont 259 filles. Je voudrais ici demander que votre attitude soit une attitude responsable. Si vous êtes renvoyé, vous êtes sorti de la salle parce que vous êtes pris en flagrant délit de triche, ou bien vous êtes pris en flagrant délit de possession d'un élément que vous ne devez pas avoir,
non seulement vous perdrez l'année, mais vous serez mis hors pour au moins 3 ans, vous ne ferez plus les examens en Guinée. Quand vous arrivez en terminale et que vous vous retrouvez dans une situation pareille, je pense que ce n'est pas souhaitable. Forêt-Caria fut un foyer actif du virus Ebola en 2015, une situation qui a apporté un coup dur à la reprise des cours en janvier. Face à cela, les acteurs de l'éducation se sont impliqués pour offrir une meilleure chance de réussite aux candidats dans les différents examens nationaux. Les cours s'organisaient matin, soir. Au-delà de 16h, 18h, les élèves venaient réviser. Tout comme à Forêt-Caria, la première enveloppe du baccalauréat unique a été ouverte ce matin à Kissidougou par le préfet en compagnie des autorités scolaires et partenaires au développement. Le respect des principes de tolérance zéro était au centre des messages. Ce matin, vraiment, on n'est pas inquiet du sujet. C'est un sujet abordable quand même. Donc on n'a rien envoyé d'extraordinaire. Tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a envoyé. Et nous comptons faire 100%. Les batteries de mesures prises par le département, c'est ce que nous sommes en train d'appliquer sur le terrain, à savoir tolérance zéro, pas de téléphone dans les centres d'examen et pour les candidats et pour les membres du secrétariat et pour les surveillants, à l'exception du délégué national. C'est en 2008 que le baccalauréat est devenu unique en Guinée. Auparavant, les candidats composaient dans 10 ou 11 matières et la 12e année constituait la première partie. L'accès dans les institutions d'enseignement supérieur était conditionné par la validation d'un concours. Un tout autre sujet à présent. Une délégation des Nations Unies en séjour de travail à Conakry a été reçue en audience par le Premier ministre. Il s'agit du panel de haut niveau sur la réponse globale aux crises sanitaires. La mission est venue faire le point de la lutte contre Ebola en Guinée. Compte rendu Adi Camara. C'est un panel de haut niveau qui va s'intéresser à tous les aspects, l'isolement du pays, le fonctionnement et le budget de la coordination nationale et internationale, le financement des projets et programmes, la reconstruction et l'amélioration du système de santé en Guinée. L'expérience de la Guinée qui a vécu cette crise, qui en a souffert, qui maintenant doit se reconstruire après cette crise, a été extrêmement utile. On a traité des points qui intéressent le panel, à savoir la question financière, la question de la gouvernance, aussi bien au niveau local qu'au niveau global, au niveau international, les questions d'aide au développement, des apports, des financements extérieurs et du renforcement des systèmes de santé nationaux et locaux. Et puis on a traité de la recherche et développement, de l'importance de la recherche, développement de la présence des laboratoires, des vaccins, de l'accessibilité des médicaments pour la population. Le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement, a tout d'abord remercié le secrétaire général des Nations Unies pour cette initiative avant de faire un véritable plaidoyer en faveur du relèvement et de la reconstruction post-Ebola en Guinée. Ce que nous avons pu faire, ce qui n'est pas souvent dit, c'est que contrairement à d'autres pays qui ont eu à faire face à cette maladie, il nous a fallu 2 mois pour pouvoir commencer à riposter. Alors qu'en moyenne, c'est 4 à 6 à 7 mois dans certains pays. Ça, c'était le premier facteur. Et le second facteur, c'est le leadership que le gouvernement a pris à travers le président de la République et qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Alors, la première chose que nous avons appris, c'est que lorsque vous avez affaire à un tel ennemi invisible, il faut mobiliser tout le monde. Il faut impliquer toutes les communautés au plan national. Il faut communiquer avec tout le monde. Il faut qu'il y ait une appropriation nationale, n'est-ce pas, du processus de riposte. Alors, ce dont nous avons souffert, madame, c'est l'isolement. Heureusement, certains pays comme le Maroc et la France ont maintenu leurs liens et ceci a permis à la Guinée et aux autres pays affectés par cette maladie de pouvoir sortir pour aller parler à la communauté internationale. Un document a été produit par les techniciens guinéens et remis aux différents membres de la délégation des Nations Unies. C'est une synthèse des principaux enseignements de la crise de la maladie à virus Ebola sur le plan technique, institutionnel et financier.
histoire de connaître les points forts et les faiblesses du processus de lutte contre cette épidémie en Guinée. Coopération, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants séjourne à Conakry. Objectif de la visite, renforcer les relations d'amitié et de travail mutuel entre les armées des deux pays, comme le témoigne notre correspondant militaire Sergent Marcel Mansadounou. Au menu des échanges, plusieurs questions ont été débattues dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Nous sommes venus pour que, entre ministres, au niveau ministériel, nous puissions déjà définir un cadre politique à proposer à nos experts militaires pour que les options tactiques communes qui sont nécessaires pour servir à la construction et à la consolidation de nos États soient définies et que nous ayons des modalités de mise en œuvre. Après ce tête-à-tête, le ministre délégué à la Défense nationale et celui du Mali ont également signé un accord cadre de coopération militaire, un document juridique qui va être présenté au chef d'État des deux nations pour amendement et validation. Monsieur le ministre, pour ma part, en vous remerciant cordialement de l'opportunité que m'offre votre visite de travail et d'amitié, je voudrais vous rassurer de ma détermination au nom du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour le renforcement de notre coopération, pour la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que pour le respect de l'intégrité territoriale de nos deux États. Un bataillon guinéen de type onusien est actuellement sur les théâtres d'opération pour le maintien de la paix et de la stabilité au Nord Mali. Armes contre infrastructures de développement, c'est le thème du nouveau projet de la CEDEAO dans la lutte contre la prolifération des armes légères. Un nouveau plan vient d'être validé à Conakry par les acteurs du secteur. Compte rendu, adjudant Sekou Kamalou. La prolifération des armes légères est l'une des causes de nombreux conflits dans l'espace du fleuve Mano. Pour parer à cette situation, un projet pilote de la CEDEAO et de l'Union européenne est initié. Il vise le dépôt volontaire des armes et la réalisation d'infrastructures au bénéfice des communautés. En Guinée, la région forestière est la cible du projet. Cet ambitieux projet permettra, j'en suis certain, de lutter efficacement contre la détention et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre dans l'espace du fleuve Mano, gage certain de la quiétude sociale et de paix durable. Pour mener à bien cette initiative, un plan de travail annuel et une stratégie de communication sont élaborés et validés. Le projet CEDEAO Union européenne vise à renforcer les capacités des acteurs dans les pays concernés, afin qu'ils soient mieux équipés pour contrôler la circulation illicite de ces armes, à sensibiliser les populations aux dangers et aux effets néfastes qu'elles induisent et à encourager la remise volontaire des armes en échange de projets de développement à base communautaire. La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre constitue une préoccupation réelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son gouvernement. Financé à hauteur de 5 millions d'euros, ce projet couvre 7 pays de la CEDEAO et s'étend sur une période de 3 ans. Lancement du PASAG, le projet d'appui au secteur agricole en Guinée. Un projet de 15 millions de dollars financé par la Banque mondiale. Il entend augmenter la productivité par l'irrigation de 4000 hectares. Autre défi de ce projet naissant, faciliter la mobilité dans les grandes zones de production en réhabilitant 1000 km de pistes rurales. Explication Fodé Camara. Ces 3 dernières années, sous la bannière de la Banque mondiale, 2 projets, le WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, et le PUAPA2, le second projet d'urgence d'appui à la productivité, interviennent dans la structuration des producteurs, la production des semences et la réhabilitation des domaines agricoles. Aujourd'hui, en plus de ces 2 projets de plus de 30 millions de dollars, le dernier né des projets agricoles affiche ses ambitions. Ces activités vont permettre la réalisation de près de 6 000 hectares en agriculture irriguée. Les APD vont être réalisés pour quelques 4 000 hectares. Également, les pistes rurales vont être étudiées. Près de 1000 km vont être réalisés en avant-projet sommaire et puis 500 km de pistes en avant-projet détaillé.
Il y a également le schéma directeur des aménagements des espaces pastoraux. Financé à hauteur de 15 millions de dollars pour une durée de 4 ans, le PASAG touche tous les 4 départements du développement rural. La formulation du PASAG procède ainsi de la volonté politique du gouvernement de renforcer les performances sectorielles afin d'améliorer les capacités de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation et de gestion axée sur les résultats. Ce projet contribuera également à améliorer la capacité d'absorption budgétaire et la performance des institutions du secteur de l'agriculture et du développement rural, tout en permettant au gouvernement d'augmenter la part des dépenses publiques en faveur du secteur de 7,2% en 2012 à au moins 10% d'ici 2017. Pour renforcer la capacité de résilience des producteurs face à Ebola, le représentant résident de la Banque mondiale a annoncé aux acteurs du développement rural une bonne nouvelle. Son institution vient de mobiliser un financement additionnel de 20 millions de dollars pour soutenir le plan de relance post-Ebola du secteur agricole. La mutuelle financière des femmes africaines dans la commune de Dixine et le modèle MC2 de Dubrika viennent de tenir leurs assemblées générales. Il s'agissait d'élire les responsables qui devront gérer les affaires courantes, mais aussi de valider les statuts et règlements intérieurs de la mutuelle. Compte rendu, Mamadi Gassama. C'est un club fermé de 27 femmes. Elle représente désormais la mutuelle financière des femmes africaines de la commune de Dixine. Pendant 3 ans, elles auront pour principale mission d'accompagner les mutualistes dans la gestion de leur épargne et crédit. Je souhaite alors, du haut de cette tribune, que les femmes de Dixine et autres femmes ailleurs viennent adhérer massivement à notre MIFA pour qu'ensemble nous puissions aller vite et bien et surtout aller loin pour notre bien-être commun. À 50 km de Conakry, la préfecture de Dubrika. Ici, c'est le modèle MCD qui a été mis en place. Ce modèle prend en compte l'ensemble des composantes sociales de la localité. Ici, nous voulons, avec leur aide, avec notre mutualisation, monter des projets bancables pour développer non seulement la famille, développer la société guinéenne à travers MC2 Dubrika et les habitants de Dubrika. En installant ces microbanques à travers le pays, Afriland First Bank entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. À partir du moment où une couche est vulnérable, nous venons en appui pour les organiser à se prendre en charge. Donc nous donnons suffisamment de cannes aux pêcheurs pour apprendre à pêcher du poisson. Comme ça, ils vont pêcher davantage de poissons et pourront donc nourrir leur famille et la Guinée tout entière. En attendant la mise en place de leur banque de microcrédit, la préfecture de Dubrika compte déjà 250 mutualistes. En l'espace de 2 semaines, leur MCD a pu mobiliser 40 millions de francs guinéens. Au centre de motorisation de Bofa, les acteurs de la pêche artisanale échangent pour identifier les préoccupations du secteur. Au nombre de celles-là, les pannes de moteurs hors bord en haute mer. À l'issue de 2 jours de réflexion, des recommandations ont été formulées et devront être mises à la disposition du département de tutelle. Abdoulaye Diallo. Véritable levier de croissance, la pêche artisanale est une activité du monde rural qui garantit l'autosuffisance alimentaire. Cependant, les enquêtes menées prouvent que cette activité présente plusieurs handicaps liés notamment au manque de formation du personnel et l'insuffisance des pièces de rechange des moteurs hors bord. Selon les statistiques, 80% des accidents que rencontrent les pêcheurs artisanaux sont liés à des pannes des moteurs en activité. Les moteurs sont des moteurs, c'est des anciens moteurs. Donc quand le moteur tombe en panne, le capitaine qui est là, qui ne connaît même pas par où donner la tête, il ne connaît rien sur le moteur. Donc quand ça tombe en panne, bon, 1 jour, 2 jours, si tu n'as pas la chance d'avoir une autre barque qui peut te sauver, vraiment c'est des problèmes. Donc c'est pourquoi chaque fois il y a des accidents en mer. Une préoccupation pour l'Union des mécaniciens hors bord de Guinée. Pour corriger cette tare, les acteurs de la filière se sont retrouvés au centre de motorisation de Bofa. Objectif, réfléchir sur la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la pêche artisanale. En ce moment, nous pouvons projeter un programme cadre pour la relance de la motorisation en Guinée, pour l'intérêt des mécaniciens
et surtout pour les pêcheurs de notre pays. Grâce à cette initiative qui est à saluer, la pêche artisanale va bénéficier du soutien des mécaniciens hors bord de Guinée. Et cette action sera soutenue par toutes les filières de la CONAPEC. À l'issue de ces journées, un document est élaboré. Il sera soumis au département de la pêche et de l'aquaculture. L'un des défis qui se fixent les organisateurs, c'est la relance des centres de motorisation en dotant les mécaniciens des vedettes de sauvetage, ce qui va permettre d'intervenir en cas de panne des barques en haute mer. Le séjour américain du président de Nourdine Islam, le Ridi Cheikh Souleymane, a été reçu au siège du FMI à l'occasion de la célébration du Mandela Day. Il a proposé des pistes de partenariat entre le Fonds monétaire international et son association. Le point avec notre correspondante basée aux États-Unis, Fatoumata Samoura. Au siège du Fonds monétaire international à Washington, le Ridi guinéen Elhadji Cheikh Souleymane Sidibé rencontre l'administrateur du FMI pour l'Afrique. Cette première prise de contact aboutit à un partenariat entre le Fonds et l'association Nourdine Islam en vue de renforcer la paix en Afrique. On a invité Elhadji à visiter nos pays, un plus grand nombre de nos pays. Il est déjà impliqué dans beaucoup de pays. Vraiment, son assistance, son aide est souhaitée dans d'autres pays aussi. Les résultats atteints par Jansoumana Solo en faveur de la prévention des conflits et du renforcement de la cohésion sociale dépassent désormais les frontières guinéennes. Ces exploits séduisent l'UNESCO. Mieux, son directeur exécutif se fait porte-voix de l'Eridi auprès des institutions de Bretton Woods. Déjà, l'idée de mettre en place un projet de lutte contre la montée du djihadisme en Afrique germe dans les couloirs du FMI. Un projet dont l'exécution sera assurée par Nourdine Islam. Je dois soumettre un projet dans les jours qui suivent et en espérant qu'ils vont le soutenir pour qu'on puisse aller, que ce soit par exemple en Afrique centrale où Boko Haram et les autres sont en train de sévir, l'amener là-bas pour qu'ils puissent aller prêcher ce message de paix, de tolérance. Nous voici au siège de la Banque mondiale. Ici, les discussions se poursuivent autour d'un déjeuner offert par l'administrateur du FMI. L'éducation des jeunes et la lutte contre les sectes islamiques en Afrique centrale sont évoquées. Dans les jours à venir, ce partenariat naissant qui augure de lendemain meilleur sera scellé pour une paix durable en Afrique. Et ce communiqué avant de poursuivre ce journal, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel est heureuse de porter à la connaissance des militants et responsables à tous les niveaux que la Convention nationale d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2015 aura lieu au Palais du Peuple à Conakry les 9, 10 et 11 août 2015. Sont conviés à prendre part aux assises de cette importante rencontre les membres du bureau politique et du comité central, les membres du comité national des femmes, les membres du bureau national de la jeunesse, les membres du bureau national des cadres, 5 membres par bureau national de la corporation des sages et des anciens combattants, 4 délégués par section comprenant le secrétaire général du comité directeur, la présidente du bureau féminin, le secrétaire général de la jeunesse et le président du bureau des cadres. Le projet d'ordre du jour et le canevas du rapport d'activité ont fait l'objet de la lettre circulaire du 29 juillet 2015 à l'attention des membres statutaires de la rencontre. En raison de l'importance de celle-ci, la direction nationale du parti attache du prix à l'application correcte des présentes instructions et sait compter sur l'engagement militant de chacun et de tous. Conakry le 3 août 2015, signé le secrétaire permanent Saramadi Touré. Justement, en prélude à la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel prévue les 9, 10 et 11 août prochains, la direction nationale du RPG convoque une réunion extraordinaire ce mardi 5 août 2015 à 10 h au siège du parti à Amdalaï. Cérémonie de lecture du Saint-Coran dans la commune de Dixine. Pendant 4 jours, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la cohésion sociale, mais aussi pour la réussite des actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu Moussa Bangoura, Ousmane Kamara.
je pense que ce n'est pas souhaitable. Forécaria fut un foyer actif du virus Ebola en 2015, une situation qui a porté un coup dur à la reprise des cours en janvier. Face à cela, les acteurs de l'éducation se sont impliqués pour offrir une meilleure chance de réussite aux candidats dans les différents examens nationaux. Les cours s'organisaient matin, soir. Au-delà de 16h, 18h, les élèves révisaient. Tout comme à Forécaria, la première enveloppe du baccalauréat unique a été ouverte ce matin à Kissidougou par le préfet en compagnie des autorités scolaires et partenaires au développement. Le respect des principes de tolérance zéro était au centre des messages. Ce matin, vraiment, on n'est pas inquiet du sujet. C'est un sujet abordable quand même. Donc on n'a rien envoyé d'extraordinaire. Tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a envoyé. Et nous comptons faire 100%. Les batteries de mesures prises par le département, c'est ce que nous sommes en train d'appliquer sur le terrain, à savoir tolérance zéro, pas de téléphone dans les centres d'examen et pour les candidats et pour les membres du secrétariat et pour les surveillants, à l'exception du délégué national. C'est en 2008 que le baccalauréat est devenu unique en Guinée. Auparavant, les candidats composaient dans 10 ou 11 matières et la 12e année constituait la première partie. L'accès dans les institutions d'enseignement supérieur était conditionné par la validation d'un concours. Un tout autre sujet à présent. Une délégation des Nations Unies en séjour de travail à Conakry a été reçue en audience par le Premier ministre. Il s'agit du panel de haut niveau sur la réponse globale aux crises sanitaires. La mission est venue faire le point de la lutte contre Ebola en Guinée. Compte rendu Adi Camara. C'est un panel de haut niveau qui va s'intéresser à tous les aspects, l'isolement du pays, le fonctionnement et le budget de la coordination nationale et internationale, le financement des projets et programmes, la reconstruction et l'amélioration du système de santé en Guinée. L'expérience de la Guinée qui a vécu cette crise, qui en a souffert, qui maintenant doit se reconstruire après cette crise, a été extrêmement utile. On a traité des points qui intéressent le panel, à savoir la question financière, la question de la gouvernance, aussi bien au niveau local qu'au niveau global, au niveau international, les questions d'aide au développement, des apports des financements extérieurs et du renforcement des systèmes de santé nationaux et locaux. Et puis on a traité de la recherche et développement, de l'importance de la recherche, développement de la présence des laboratoires, des vaccins, de l'accessibilité des médicaments pour la population. Le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement, a tout d'abord remercié le secrétaire général des Nations Unies pour cette initiative, avant de faire un véritable plaidoyer en faveur du relèvement et de la reconstruction post-Ebola en Guinée. Ce que nous avons pu faire, ce qui n'est pas souvent dit, c'est que contrairement à d'autres pays qui ont eu à faire face à cette maladie, il nous a fallu 2 mois pour pouvoir commencer à riposter. Alors qu'en moyenne, c'est 4 à 6 à 7 mois dans certains pays. Ça, c'était le premier facteur. Et le second facteur, c'est le leadership que le gouvernement a pris à travers le président de la République et qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Alors, la première chose que nous avons appris, c'est que lorsque vous avez affaire à un tel ennemi invisible, il faut mobiliser tout le monde. Il faut impliquer toutes les communautés au plan national. Il faut communiquer avec tout le monde. Il faut qu'il y ait une appropriation nationale, n'est-ce pas, du processus de riposte. Alors, ce dont nous avons souffert, madame, c'est l'isolement. Heureusement, certains pays comme le Maroc et la France ont maintenu leurs liens et ceci a permis à la Guinée et aux autres pays affectés par cette maladie de pouvoir sortir pour aller parler à la communauté internationale. Un document a été produit par les techniciens guinéens et remis aux différents membres de la délégation des Nations Unies. C'est une synthèse des principaux enseignements de la crise de la maladie à virus Ebola sur le plan technique, institutionnel et financier, histoire de connaître les points forts et les faiblesses du processus de lutte contre cette épidémie en Guinée.
Coopération, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants séjourne à Conakry. Objectif de la visite, renforcer les relations d'amitié et de travail. 3000 candidats affrontent cet examen national. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants est arrivé à Conakry. Objectif de cette visite, renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. À Bofa, les acteurs de la pêche artisanale échangent pour identifier les préoccupations du secteur. Au nombre de celles-là, les pannes des moteurs hors bord en haute mer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a poursuivi sa visite d'État en Guinée équatoriale. Professeur Alpha Condé a pris part ce matin aux festivités marquant le 36e anniversaire de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale. Le chef de l'État et sa délégation ont été reçus à la cérémonie avec tous les honneurs. Sanassi Keita, envoyé spécial. Je reviens sur cet élément. Le président de la République a poursuivi sa visite d'État en Guinée équatoriale. Professeur Alpha Condé a pris part ce matin aux festivités marquant le 36e anniversaire de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale. Le chef de l'État et sa délégation ont été reçus à la cérémonie avec tous les honneurs. Sanassi Keita, envoyé spécial. 36e fête anniversaire de l'accession de la Guinée équatoriale à la souveraineté nationale à Oyala. Oyala, où le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une forte délégation, a rehaussé de sa présence pour témoigner de son soutien et de sa solidarité sans réserve au peuple frère et ami de la Guinée équatoriale. Sur cette place publique de Djiblo, tous les honneurs ont été rendus au chef de l'État dès son arrivée par les autorités équato-guinéennes. C'est au tour du président de la République de Guinée équatoriale d'arriver sur cette place publique. Une place publique où Théodore Benguema Bassongo a fait la revue des troupes. Devant donc toutes ces personnalités étrangères et équato-guinéennes, l'armée, les cadres des différents départements ministériels, les associations de jeunesse, les sociétés de la place et tant d'autres groupements socioprofessionnels se sont fortement mobilisés pour défiler sur cette place publique. Un défilé de plus de 3 heures d'horloge suivi avec une attention soutenue par ses chefs d'État. La communauté guinéenne vivant à Oyala a aussi marqué sa présence à cette cérémonie. Une communauté fortement mobilisée avec les couleurs guinéennes en main. Une manière aussi pour cette colonie guinéenne de rassurer de son amitié au peuple équato-guinéen qui fête ce lundi 3 août 2015 sa 36e fête nationale. En Guinée, les premières épreuves du baccalauréat session 2015 ont été lancées ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 63 000 candidats, tous profils confondus, affrontent cet examen national. C'est dans la commune de Matam que le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu pour présider la partie officielle de ce lancement. Reportage Adi Kamara. Ils sont au nombre de 63 189 candidats, dont 21 358 filles à affronter le baccalauréat cette année sur toute l'étendue du territoire national. Ma première impression, c'est toujours la satisfaction de constater que apparemment tout marche bien. Les candidats sont à l'heure, n'est-ce pas? Et puis ici, il y a le calme, il y a la sérénité qui sied à ce genre, n'est-ce pas, d'exercice. Je voudrais d'abord donc féliciter le département de l'enseignement préuniversitaire pour la réussite, n'est-ce pas, de ces examens. Et d'ailleurs, du fait que malgré le contexte qui avait été créé par Ebola, que nous ayons rattrapé les retards à tous les niveaux. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, le taux qui nous a été présenté de réussite est satisfaisant pour que ces examens soient organisés.
Et l'autre chose, c'est de féliciter les élèves qui se sont mobilisés ce matin pour être, n'est-ce pas, en situation de classe. Nous voulons donc les rassurer de notre soutien moral parce que ces épreuves sont souvent très difficiles pour les performances sectorielles afin d'améliorer les capacités de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi, évaluation et de gestion axée sur les résultats. Ce projet contribuera également à améliorer la capacité d'absorption budgétaire et la performance des institutions du secteur de l'agriculture et du développement rural, tout en permettant au gouvernement d'augmenter la part des dépenses publiques en faveur du secteur de 7,2% en 2012 à au moins 10% d'ici 2017. Pour renforcer la capacité de résilience des producteurs face à Ebola, le représentant résident de la Banque mondiale a annoncé aux acteurs du développement rural une bonne nouvelle. Son institution vient de mobiliser un financement additionnel de 20 millions de dollars pour soutenir le plan de relance post-Ebola du secteur agricole. La mutuelle financière des femmes africaines dans la commune de Dixine et le modèle MC2 de Dubrika viennent de tenir leurs assemblées générales. Il s'agissait d'élire les responsables qui devront gérer les affaires courantes, mais aussi de valider les statuts et règlements intérieurs de la mutuelle. Compte rendu, Mamadi Gassama. C'est un club fermé de 27 femmes. Elle représente désormais la mutuelle financière des femmes africaines de la commune de Dixine. Pendant 3 ans, elles auront pour principale mission d'accompagner les mutualistes dans la gestion de leur épargne et crédit. Je souhaite alors, du haut de cette tribune, que les femmes de Dixine et autres femmes ailleurs viennent adhérer massivement à notre MIFA pour qu'ensemble nous puissions aller vite et bien et surtout aller loin pour notre bien-être commun. À 50 km de Conakry, la préfecture de Dubrika. Ici, c'est le modèle MCD qui a été mis en place. Ce modèle prend en compte l'ensemble des composantes sociales de la localité. Ici, nous voulons, avec leur aide, avec notre mutualisation, monter des projets bancables pour développer non seulement la famille, développer la société guinéenne à travers MC2 Dubrika et les habitants de Dubrika. En installant ces microbanques à travers le pays, Afriland First Bank entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. À partir du moment où une couche est vulnérable, nous venons en appui pour les organiser à se prendre en charge. Donc nous donnons suffisamment de cannes aux pêcheurs pour apprendre à pêcher du poisson. Comme ça, ils vont pêcher davantage de poissons et pourront donc nourrir leur famille et la Guinée tout entière. En attendant la mise en place de leur banque de microcrédit, la préfecture de Dubrika compte déjà 250 mutualistes. En l'espace de 2 semaines, leur MCD a pu mobiliser 40 millions de francs guinéens. Au centre de motorisation de Bofa, les acteurs de la pêche artisanale échangent pour identifier les préoccupations du secteur. Au nombre de celles-là, les pannes de moteurs hors bord en haute mer. À l'issue de 2 jours de réflexion, des recommandations ont été formulées et devront être mises à la disposition du département de tutelle. Abdoulaye Diallo. Véritable levier de croissance, la pêche artisanale est une activité du monde rural qui garantit l'autosuffisance alimentaire. Cependant, les enquêtes menées prouvent que cette activité présente plusieurs handicaps liés notamment au manque de formation du personnel et l'insuffisance des pièces de rechange des moteurs hors bord. Selon les statistiques, 80% des accidents que rencontrent les pêcheurs artisanaux sont liés à des pannes des moteurs en activité. Les moteurs sont des moteurs, c'est des anciens moteurs. Donc quand le moteur tombe en panne, le capitaine qui est là, qui ne connaît même pas par où donner la tête, il ne connaît rien sur le moteur. Donc quand ça tombe en panne, bon, 1 jour, 2 jours, si tu n'as pas la chance d'avoir une autre barque qui peut te sauver, vraiment c'est des problèmes. Donc c'est pourquoi chaque fois il y a des accidents en mer. Une préoccupation pour l'Union des mécaniciens hors bord de Guinée. Pour corriger cette tare, les acteurs de la filière se sont retrouvés au centre de motorisation de Bofa. Objectif, réfléchir sur la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la pêche artisanale. En ce moment, nous pouvons projeter un programme cadre pour la relance de la motorisation en Guinée, pour l'intérêt des mécaniciens et surtout pour les pêcheurs de notre pays.
grâce à cette initiative qui est à saluer, la pêche artisanale va bénéficier du soutien des mécaniciens hors bord de Guinée. Et cette action sera soutenue par toutes les filières de la CONAPEC. À l'issue de ces journées, un document est élaboré. Mais je leur ai dit que c'est le passage obligé pour qu'ils aillent. Et comme ils sont l'avenir de ce pays, il faut, n'est-ce pas, qu'ils endossent cela. Et surtout en leur rappelant que maintenant, le dispositif est qu'aucune tolérance ne sera permise pour le dérapage et les fautes que les gens commettront, parce que ces fautes-là, si on les tolère, ça va vicier les résultats que nous souhaitons atteindre. Nous avons pris des mesures importantes cette année qui consistent à complètement éliminer les tentatives de fraude, surtout de fraude par tous les moyens, y compris les moyens électroniques. Comme vous savez, les enfants utilisaient les téléphones portables pour pouvoir recevoir les sujets, traiter et ensuite les recopier sur les feuilles. Là, nous avons mis en place le dispositif de fouille systématique. Ici au lycée Kolaya, les délégués, les services de sécurité et de santé sont déjà déployés pour la surveillance de 332 candidats, dont 93 filles, tous des sciences mathématiques. Demain mardi, ils vont affronter les épreuves de français et de physique. C'est sous le signe de la tolérance zéro vers l'excellence que le baccalauréat unique a donc démarré ce matin. De nouvelles mesures sont envisagées pour éviter les cas de fraude et certains dérapages. Dans les différents centres d'examen de la capitale, des membres du gouvernement étaient mobilisés pour coordonner ces évaluations. À Conakry, 27 000 candidats, dont 10 000 filles, affrontent cet examen. Fatimatou Diallo a fait un tour dans les différents centres. Voici son reportage. L'école du centre à Kaloum, un des nombreux établissements, a abrité ce matin les épreuves du baccalauréat unique. Ici, le ton est donné par ces hauts cadres de l'État. Le conseil aux enfants, comme vous l'avez suivi, je leur ai demandé de libérer leur esprit, d'être relax pour affronter l'épreuve et de donner un temps de concentration, lire, relire les épreuves. Nous sommes tous passés par ce stade-là. J'ai eu à demander aux jeunes d'être des jeunes responsables, de ne pas tricher. Parce que quand tu triches à ton jeune âge, dans la vie courante, tu vas continuer à tricher. Surtout que la jeunesse est l'avenir de la Guinée. 63 189 candidats, dont 21 358 filles, affrontent le bac unique dans tout le pays. Repartis dans 263 centres, ils seront évalués durant 4 jours. Matoto a présenté au total 47 399 candidats pour les 3 examens. Et nous sommes le plus grand centre de la République qui a présenté le plus grand nombre de candidats au baccalauréat. Pour l'équipe de surveillance, toutes les mesures sont prises pour contrer les tentatives de fraude. Les surveillants ont procédé aux fouilles à l'entrée. Systématiquement, les candidats ont été fouillés, jusque dans les chaussures. Pas de téléphone, rien. Les autorités apprécient et encouragent l'engagement des uns et des autres à qualifier le système éducatif guinéen. J'ai trouvé que toutes les dispositions sanitaires sont prises. Les candidats ont été flashés. Les mains ont été lavées. Les fouilles ont été systématiques. Le secrétariat est bien installé avec tout le mécanisme pédagogique qu'il faut. Et j'ai trouvé les élèves à l'aise. Sous ce climat tolérant, aujourd'hui, les épreuves démarrent. Depuis plusieurs années, le gouvernement a décidé d'organiser des examens crédibles. Tolérance zéro. Et donc, je pense que aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire, c'est de respecter les consignes données par le ministère, données par vos encadreurs, pour que les examens se passent bien. En Guinée, le baccalauréat unique est désormais l'ultime étape pour accéder à l'université. Il est en vigueur depuis la suppression du concours d'accès aux institutions d'enseignement supérieur. Et pour boucler le dossier éducation, cap sur Forêt-Caria, où le ministre de l'enseignement préuniversitaire a lancé les premières épreuves. Dans cette préfecture, tout comme à Kissidougou, l'accent a été mis sur le respect des principes de tolérance zéro et le lavage des mains. Le point avec Amadou Touré. L'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a assisté à l'ouverture de la première enveloppe à Forêt-Caria. Ici, la DPE a validé 894 candidatures, dont 259 filles. Je voudrais ici
demander que votre attitude soit une attitude responsable. Si vous êtes renvoyé, vous êtes sorti de la salle parce que vous êtes pris en flagrant délit de triche, ou bien vous êtes pris en flagrant délit de possession d'un élément que vous ne devez pas avoir, non seulement vous perdrez l'année, mais vous serez mis hors pour au moins 3 ans, vous ne ferez plus les examens en Guinée. Quand vous arrivez en terminale et que vous vous retrouvez dans une situation pareille... Entre les armées des deux pays, comme le témoigne notre correspondant militaire, sergent Marcel Mansadounou. Au menu des échanges, plusieurs questions ont été débattues dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays. Nous sommes venus pour que, entre ministres, au niveau ministériel, nous puissions déjà définir un cadre politique à proposer à nos experts militaires pour que les options tactiques communes qui sont nécessaires pour servir à la construction et à la consolidation de nos États soient définies et que nous ayons des modalités de mise en œuvre. Après ce tête-à-tête, le ministre délégué à la Défense nationale et celui du Mali ont également signé un accord cadre de coopération militaire, un document juridique qui va être présenté au chef d'État des deux nations pour amendement et validation. Monsieur le ministre, pour ma part, en vous remerciant cordialement de l'opportunité que m'offre votre visite de travail et d'amitié, je voudrais vous rassurer de ma détermination au nom du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour le renforcement de notre coopération, pour la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que pour le respect de l'intégrité territoriale de nos deux États. Un bataillon guinéen de type onusien est actuellement sur les théâtres d'opération pour le maintien de la paix et de la stabilité au Nord Mali. Armes contre infrastructures de développement, c'est le thème du nouveau projet de la CEDEAO dans la lutte contre la prolifération des armes légères. Un nouveau plan vient d'être validé à Conakry par les acteurs du secteur. Compte rendu, adjudant Sekou Kamalo. La prolifération des armes légères est l'une des causes de nombreux conflits dans l'espace du fleuve Mano. Pour parer à cette situation, un projet pilote de la CEDEAO et de l'Union européenne est initié. Il vise le dépôt volontaire des armes et la réalisation d'infrastructures au bénéfice des communautés. En Guinée, la région forestière est la cible du projet. Cet ambitieux projet permettra, j'en suis certain, de lutter efficacement contre la détention et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre dans l'espace du fleuve Mano, gage certain de la quiétude sociale et de paix durable. Pour mener à bien cette initiative, un plan de travail annuel et une stratégie de communication sont élaborés et validés. Le projet CEDEAO-Union européenne vise à renforcer les capacités des acteurs dans les pays concernés, afin qu'ils soient mieux équipés pour contrôler la circulation illicite de ces armes, à sensibiliser les populations aux dangers et aux effets néfastes qu'elles induisent et à encourager la remise volontaire des armes en échange de projets de développement à base communautaire. La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre constitue une préoccupation réelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son gouvernement. Financé à hauteur de 5 millions d'euros, ce projet couvre 7 pays de la CEDEAO et s'étend sur une période de 3 ans. Lancement du PASAG, le projet d'appui au secteur agricole en Guinée. Un projet de 15 millions de dollars financé par la Banque mondiale. Il entend augmenter la productivité par l'irrigation de 4000 hectares. Autre défi de ce projet naissant, faciliter la mobilité dans les grandes zones de production en réhabilitant 1000 km de pistes rurales. Explication Fodé Camara. Ces 3 dernières années, sous la bannière de la Banque mondiale, 2 projets, le WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, et le PUAPA2, le second projet d'urgence d'appui à la productivité, interviennent dans la structuration des producteurs, la production des semences et la réhabilitation des domaines agricoles. Aujourd'hui, en plus de ces 2 projets de plus de 30 millions de dollars, le dernier né des projets agricoles affiche ses ambitions. Ces activités vont permettre la réalisation de près de 6 000 hectares en agriculture irriguée. Les APD vont être réalisés pour quelques 4 000 hectares. Également, les pistes rurales vont être étudiées. Près de 1000 km vont être réalisés en avant-projet.
sommaire et puis 500 km de pistes en avant-projet détaillé. Il y a également le schéma directeur des aménagements des espaces pastoraux. Financé à hauteur de 15 millions de dollars pour une durée de 4 ans, le PASAG touche tous les 4 départements du développement rural. La formulation du PASAG procède ainsi de la volonté politique du gouvernement de renforcer